Jim et Bertrand, vous avez peut-être reconnu, on parle bien de Jim Corcoran ici et Bertrand Gosselin, ce duo mythique des années 70 qui nous rappelle cette chanson, qui nous rappelle des camps de vacances, des belles journées d'été, peut-être du macramé, des ponchos, des cheveux longs, ça sent le patchouli presque quand on écoute cette chanson, oui, absolument. Gabriel Beauchemin qui vient de nous dire qu'il est réconforté par cette chanson, hors micro. Le voici, vous avez au moins eu son rire. Oui, voilà. Non, mais effectivement, c'est réconfortant dans une journée d'été comme ça. Il y avait quelque chose de tout à fait cohérent. Alors, on s'en va préparer le feu de camp. Il est 8h44. Bonne journée à tous. Revenons sur ce sujet épineux, ce sujet lancinant, sempiternel, dont on ne sortira décidément jamais, on dirait. Bien sûr, la question de la coercition ou non, de l'interdiction ou non du port de signes religieux pour certains employés de l'État, la loi 21 du gouvernement Legault, qui est désormais en force, mais qui est contestée. Et tiens, je vous en dirai pas davantage moi-même. On va tout de suite aller jaser avec Frédéric Bérard. Il est avocat, docteur en droit. Il est également co-directeur fondateur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique, chercheur collaborateur au Centre de recherche en droit public. J'ai dit tout à l'heure juriste. Est-ce que je me suis trompé de terme, Frédéric Bérard? Bonjour. Salut, Nick Payne, comment ça va? Ah oui, ça va bien. Vous êtes au fond des bois, me dit-on? Oui, puis c'est parfait comme ça. Je vous laisse les cônes oranges. Les cônes oranges. Afférents. Oui, ben vous voyez, on vous ramène quand même à la loi 21. Oui. Avant qu'on aille dans votre opinion, dans votre avis, commençons par refaire le tour de ce qui est arrivé récemment là-dessus. Donc, on apprenait hier que le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles, ainsi qu'une personne, là, c'est-à-dire Mme Ishraq Nourel Haq, demandait, on déposait une demande d'autorisation d'appel, voilà, de la décision de la Cour supérieure qui a été rendue quelques jours auparavant dans ce dossier-là. De quoi s'agit-il? Où est-ce qu'on est rendu là-dessus, là? Oui, ben d'abord, déjà la première question, quand on est avocat ou notaire, on est par définition juriste. Juriste, c'est d'avoir un bac en droit. Bon, voilà. On peut être juriste sans être avocat ou notaire, mais là, si on est avocat ou notaire, on est nécessairement juriste. Pour le reste, ben, en fait, on n'est pas rendu très loin dans le processus. Plusieurs personnes paniquées avec ça sur les médias sociaux, qui est souvent le propre des réseaux en question, mais c'est juste, on est seulement à ce qu'on appelle l'étape de sursis. L'étape de sursis, c'est quoi? C'est qu'on sait que la loi a été adoptée en juin avec la disposition dérogatoire, on y reviendra. Il y a une contestation donc judiciaire de cette même loi-là. On dit que la loi en question est inconstitutionnelle. Ça, c'est le débat que l'on fera au fond. Pour l'instant, ce qui avait été demandé par justement les demandeurs que vous avez nommés, c'est le sursis de l'application de la loi. Donc, on a demandé à la Cour supérieure, la Cour suivante, n'appliquez pas tout de suite cette loi-là. Attendons que l'on débatte au fond sur sa constitutionnalité. Quand on fait une demande comme celle-là, généralement, on argue que un préjudice irréparable peut être commis dans l'intervalle et qu'il faut tout de suite suspendre l'application de la loi pour éviter d'aller plus loin. Vous avez parfaitement compris. Il y a 4 critères, dont celui-là. Le préjudice irréparable, il y a la balance des inconvénients, il y a donc à savoir laquelle des deux parties souffrirait le plus d'un sursis ou pas. Il y a la question de l'urgence et il y a la question des questions sérieuses en droit. Donc, terme, est-ce que les questions de fond sont loufoques ou méritent sérieuse réflexion? Et ici, la Cour supérieure, le juge Saliergeau, a dit tout simplement, oui, il y a des questions sérieuses en droit, il y a des questions qui se posent de manière importante sur la constitutionnalité de cette loi-là. Par contre, il n'y a pas d'urgence de suspendre la loi. Le préjudice irréparable n'existe pas. La balance des inconvénients n'est pas de votre part, mais bien de l'autre côté. Et pourquoi il a dit ça essentiellement, c'est important de comprendre. Je pense que les demandeurs se sont, et je le dis avec respect, mais se sont joyeusement plantés parce que les affidavits qui ont été signés, les témoignages écrits, la preuve, si on peut dire, à ce stade-là, qui a été communiqué à la Cour, c'était des affidavits de gens, d'étudiantes en éducation, mais qui étaient loin d'avoir terminé, qui allaient terminer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui fait que, par définition, je dis, oui, mais l'urgence, c'est où? De toute façon, vous ne pourriez pas être embauché demain matin.
Donc, je pense qu'ils ont fait une erreur dans l'optique où s'il y avait eu, par exemple, l'affidavit d'une étudiante qui porte le hijab, qui vient tout juste de terminer son baccalauréat, qui est en train de poser ses candidatures pour être embauché, ben là, évidemment, on aurait pu dire, ouais, OK, on va peut-être suspendre la loi en attendant de débattre au fond, mais là, dans ce cas-ci, il n'y a personne dans les demandeurs qui aurait pu souffrir là, d'un préjudice irréparable. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous êtes, vous ne pensez pas comme les demandeurs que le juge Hiergeau s'est trompé dans sa décision ou qu'il a commis des erreurs importantes? Ça, c'est n'importe quoi. Ça, je suis prêt à parier l'argent d'épicerie que la Cour d'appel va revirer ça comme une crêpe dans le temps de le dire. D'argent d'épicerie, dites-vous 75 $ par jour. Oubliez pas. Hein, seulement c'est 75 par semaine. L'argent d'épicerie. En tout cas, selon Couillard, évidemment, si j'étais réaliste, ça serait beaucoup plus que ça, mais je vais mentir au plus petit montant. Je voulais dire par semaine. Enfin, bref. OK. On fait un petit rôti-sport pour la semaine, c'est réglé. Restons au ballonné. Dans le fond des bois, c'est du ballonné. Alors, est-ce qu'ils errent à nouveau en déposant une demande d'autorisation d'appel de la décision, ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont reformuler, refaire leur démarche et s'y prendre autrement? En fait, habituellement, quand un appel qui est rendu, quand il y a une décision de première instance qui est rendue, avant d'aller en appel, là, vous ne pouvez pas tripoter l'affaire là, pour la rendre conforme à ce qui vous plaît ou ça, vous êtes fait taper sur les doigts en première instance. Donc, je comprends. Donc, il s'agirait en fait de miser vraiment sur des erreurs qui auraient été commises pour revoir cette décision sans changer. Oui, exactement, parce que le terme le dit, hein, c'est un appel. S'il y avait des faits nouveaux, OK, peut-être, mais là, quels sont les faits nouveaux ici? Il n'y en a pas. Et pour le reste, je ne veux pas vous conter l'histoire. Là, je ne suis pas un méga spécialiste de la procédure en matière de sursis. C'est quelque chose d'assez technique. Est-ce qu'ils auraient le droit d'aller chercher un affidavit d'une personne dont je vous parlais, par exemple, l'étudiante qui vient de terminer son bac? Franchement, ça, je ne le sais pas. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais si c'était le cas, là, peut-être que ça pourrait changer la donne, mais je doute qu'ils puissent le faire parce qu'en théorie, la décision de première instance est cristallisée là, dans un sens et c'est d'elle dont on fait appel. Et puis pour le reste, les autres questions ne se posent pas vraiment. Alors allons maintenant sur la cause, sur le fond. Cette étudiante dont nous parlons depuis tout à l'heure est une étudiante en enseignement qui porte le hijab. Elle pourrait donc être sous le coup de la loi dans, comme vous dites, 2 ou 3 ans, lorsqu'elle deviendra enseignante et pourra enseigner. Donc, est-ce qu'elle a une cause sur le fond? Est-ce que, selon vous, le projet de loi de la CAQ est problématique, anticonstitutionnel ou autrement défectueux d'une façon ou d'une autre? Il y a plusieurs choses intéressantes ici. Dans un premier temps, là, ça me semble évident que cette loi-là ne respecte pas les chartes, que ce soit la charte canadienne ou la charte québécoise. Cette loi-là viole la liberté de religion et le droit à l'égalité. Sinon, peut-être aussi le droit à la liberté dans l'optique qu'elle est arbitraire, mais à tout le moins la liberté de religion et le droit à l'égalité, ça me semble assez clair. La liberté de religion, on imagine facilement ce que vous voulez dire. Le droit à l'égalité, expliquez-moi de quoi il s'agit puis comment ça se... Oui, c'est cet argument-là est ramené un petit peu moins souvent, mais le droit d'égalité là, qui soit prévu on parle beaucoup de la Charte canadienne, Trudeau, multiculturaliste, blablabla, mais la Charte québécoise est née avant la Charte canadienne, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, et elle prévoit exactement les mêmes garanties. Le droit à l'égalité empêche en fait la discrimination sur certaines bases établies ou ce qu'on appelle des motifs analogues. Et une des bases établies, c'est évidemment la religion. Donc, on ne peut pas discriminer sur la base de la religion. On ne peut pas discriminer non plus sur la question du sexe. Et ici, un des arguments qui pourrait être fait valoir, c'est que celles qui en paient le prix de manière la plus importante et de loin, ce sont évidemment les femmes musulmanes. Pour les hommes, à part des 3-4 surdames du Québec, c'est pas vraiment une question. Et qui pas dans l'enseignement, il y en a très peu ou il y en a pas. Donc, est-ce que cet argument-là gagnerait nécessairement les 2 doigts d'année? C'est pas ce que je dis, mais je pense que les chances sont quand même importantes. Et côté liberté de religion, ça va. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et c'est là que la question devient intéressante, Nick, c'est que puisque le gouvernement Legault a fait adopter la disposition dérogatoire par l'Assemblée nationale, par définition, ce que ça veut dire, c'est que cette loi-là n'est pas assujettie aux chartes en question. Donc, on ne peut pas invoquer ni la Charte québécoise ni la Charte canadienne
pour les raisons que je viens d'invoquer. Parce qu'on s'est prévalu donc des clauses, des dispositions de dérogation présentes dans les deux chartes, dans les deux textes. Et voilà. Et là, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le gouvernement Legault a adopté ces dispositions-là? Entre vous et moi, la boîte à bois, c'est clairement parce que c'est très bien que sa loi ne passe pas le test des chartes, ce que va vous dire à peu près n'importe quel juriste à moitié sérieux. Une fois qu'on a dit ça, la contestation actuelle, justement, n'est pas fondée sur des questions de charte. Elle est plutôt fondée sur d'autres éléments constitutionnels, comme par exemple le partage des compétences. On dit que la liberté de religion, quand elle a un aspect répressif, c'est de compétence fédérale. Je n'achète pas à titre personnel cet argument-là. Je ne pense pas que ça passe la rampe. On invoque d'autres trucs là, un petit peu plus, je dirais, abstraits, comme des principes constitutionnels sous-jacents de la protection des minorités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe la rampe, selon vous, justement, aussi? On est dans un cul-de-sac à cause, justement, du fait que les principales faiblesses sont protégées par le recours aux dispositions de dérogation. Ben, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec le principe de protection des minorités. Dans l'optique aussi, faut pas. Il y a le préambule aussi de la Constitution. À l'époque, on le faisait valoir contre Duplessis. Vous vous rappelez Ron Carelli contre Duplessis, le restaurateur. Bon, mais en d'autres, il faut ressortir des vieux trucs où il y a peut-être un espoir pour les demandeurs à ce niveau-là, je dirais. C'est justement le fait que, soyons pas dupes, là, les juges, de manière générale, pas tous évidemment, mais de manière générale, vont chercher des crochets. D'après moi, ces juges-là veulent avoir des crochets pour pouvoir ouvrir une porte et invalider partie de la loi ou totalité de la loi. Donc, évidemment, la beauté de l'affaire ou le malheur de l'affaire, dépendamment de la position où on se retrouve, c'est qu'en matière constitutionnelle, en matière jurisprudentielle, ça reste des concepts relativement vagues, relativement malléables. Et donc, dépendamment du banc qui entendra l'affaire, bon, ici, en Cour supérieure, c'est juste un juge, mais en Cour d'appel, après ça, il va en avoir 3, peut-être même 5. En Cour suprême, il va en avoir 7, peut-être même 9. Donc, évidemment qu'on ne se montre pas d'histoire, que les convictions personnelles des juges viennent jouer. Évidemment, ils ne disent pas comme ça, puis ils ne l'écriront jamais. Mais on dit souvent que les décisions de la Cour, c'est de la politique dans de nobles habits. Ça, c'est quand même, on ne montre pas. Et on comprend aussi à ce que vous dites que c'est hautement, il y a beaucoup d'interprétations qui entrent en ligne de compte. Il nous reste 10 secondes, Frédéric Bérard. Combien de temps ça peut traîner tout ça en longueur? Jusqu'où, combien d'années ça peut prendre pour arriver au bout de ces recours-là? Assurez-vous d'une chose, quand François Legault disait on va enfin régler la question, ça c'est la pire frime que vous avez entendue depuis longtemps. Parce que la disposition dérogatoire doit être renouvelée, le cas échéant, à chaque 5 ans. Et la contestation actuelle que vous avez dans le visage va prendre minimalement 5 ans avant d'être discutée. Donc, en d'autres termes, à chaque élection, le débat va revenir. Et d'un point de vue judiciaire, à mon avis, on se rend facilement à la prochaine élection, sinon plus. Peut-être à la retraite de M. Legault éventuellement. Eh bien, Frédéric Bérard, on vous laisse retourner à votre canot. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse à vos m'arrange. Au plaisir, oui, merci. Au revoir à tous. C'était Debout VM. Il est 8h57. Chers auditeurs, bonne journée. Bonne journée au travail, bonne journée aux vacances. On se reparle très, très, très bientôt.